Je m'appelle André. J'ai 68 ans. Je vis seul, depuis longtemps. Ma femme est partie il y a 23 ans. Non, pas morte. Partie. Elle s'est barrée avec un type qui avait une voiture rouge et un sourire blanc. Elle m'a laissé les factures, les plantes, et le silence. J'ai pas eu d'enfant. Enfin, j'en voulais un. Mais elle, non. Et après son départ, c'était trop tard. Voilà. On fait pas toujours ce qu'on veut. Alors j'ai continué ma route, la tête dans le guidon, comme on dit. Je bossais dans le bâtiment. Maçon, puis contremaître. J'ai vu passer des tonnes de parpaings, de chantiers, de types avec des casques jaunes et des mains pleines de poussière. J'aimais bien ça. C'était concret, physique. Et puis un jour, y a plus eu de boulot. Trop vieux, trop lent, trop cher. J'ai glissé doucement vers la retraite, sans cérémonie, sans gâteau, sans au revoir. Juste un dernier jour, puis plus rien. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je t'ai dit que j'avais fait un AVC. C'était un lundi matin. Je m'en souviens parce que j'étais en train de regarder les infos à la télé, et il parlait encore des grèves. J'avais mon bol de café dans une main, la télécommande dans l'autre, et soudain, plus rien. Enfin, pas plus rien genre noir complet. Non. Plutôt comme si quelqu'un avait baissé le volume de mon corps. Ma jambe gauche répondait plus, mon bras flottait, ma bouche parlait en bouillie. J'ai voulu me lever. Je suis tombé. C'est le voisin du dessous qui m'a sauvé la vie. Il a entendu un truc tomber, il est monté. Il m'a trouvé là, par terre, les yeux ouverts mais incapable de dire un mot. Il a appelé les pompiers. Ensuite, c'est le flou. Les sirènes, les voix, les lumières. Et puis l'hôpital. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était blanc. Une lumière agressive, des bips de machine, des rideaux tirés à moitié. J'avais un tube dans le nez et une perfusion dans le bras. Et un corps, cassé. Ma bouche fonctionnait mal. Mon bras gauche était mort. Ma jambe gauche, pareil. La moitié de mon corps était devenue un meuble, présente mais inutile. Et moi? Moi j'étais là, comme un vieux tas de souvenirs, posé sur un lit. Les premiers jours, j'ai pas compris. Je croyais que ça allait passer. Qu'ils allaient me filer des médicaments et que j'allais me remettre. Mais très vite, j'ai vu dans les yeux de l'infirmière que c'était pas comme ça que ça marchait. Elle m'a parlé doucement, comme on parle à un enfant. Ça m'a énervé. Et puis j'ai pleuré. Comme un gosse, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand t'as 68 balais et que tu peux même pas aller pisser sans aide, t'as plus trop de fierté. Les jours sont passés. Tous les mêmes. Le plateau repas, les piqûres, les rééduques. Les mêmes murs, les mêmes sons. Un long tunnel sans fin. J'ai vu passer des gens, des blouses, des sourires automatiques. Et puis, elle. Je vais pas parler d'elle tout de suite. Pas encore. Faut que je t'explique dans quel état j'étais, sinon tu vas pas comprendre. Tu vois, l'AVC, c'est pas juste un problème physique. C'est pas juste un bras qui pend ou une jambe qui suit plus. C'est ton rapport au monde qui change. D'un coup, tout devient difficile. Ouvrir un yaourt, c'est une épreuve. Mettre une chaussette, c'est une mission. Tu deviens un vieux fragile. Et les gens te regardent comme ça, fragile. Périssable. Y a même un moment où je me suis demandé si ça valait le coup de continuer. Pas parce que j'étais suicidaire. Non. Mais parce que j'avais plus rien à attendre. Personne à appeler. Personne pour me manquer. J'aurais pu crever dans cette chambre, et à part mon voisin, personne se serait vraiment demandé où j'étais passé. Et c'est laquelle est entrée. Pas avec des fleurs ni une lumière divine, hein. Non. Juste, elle est entrée. Calmement. Elle avait un badge, un chignon un peu flou, des baskets usées. Elle a dit « Bonjour, je suis Clara. Je suis aide à domicile. On m'a envoyé pour voir si je pouvais vous accompagner après votre sortie. » Je savais pas quoi dire. Je l'ai regardée. Elle avait un regard franc. Pas de pitié. Pas de distance. Juste, elle me regardait comme un être humain. Et pour moi, ça valait tout l'or du monde. Elle est revenue. 2 fois. 3 fois.
Elle m'a posé des questions. Pas intrusives. Juste, des questions simples. Vous avez quelqu'un pour vous faire les courses? Pour le ménage? Pour les repas? Moi je répondais non à tout. Et elle notait. Pas avec de la pitié, mais avec une efficacité rassurante. Comme si tout ça était gérable. Comme si j'étais gérable. Puis elle m'a demandé si j'avais envie qu'elle continue après la sortie. Elle a dit, je peux venir 1 heure par jour au début. Juste pour vérifier que tout va bien. Et puis on verra. J'ai dit oui. Pas parce que j'étais convaincu. Mais parce qu'au fond, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une voix qui parlait avec moi, pas pour moi. Et puis j'avais peur. Peur de rentrer chez moi. Peur de ce silence immense. Peur de tomber et que cette fois, personne ne vienne. Peur d'avoir besoin de quelqu'un, et qu'il n'y ait personne. Elle est venue me chercher le jour de la sortie. Elle m'a aidé à m'habiller. Elle a mis mes chaussures, m'a tendu mon blouson. Elle avait un sac à dos, un grand sourire, et cette façon de dire les choses qui faisait que t'avais pas honte. Elle m'a dit, allez, on y va doucement, André. C'est pas une course. Et j'ai eu envie de pleurer. Pas parce que j'étais triste. Mais parce que quelqu'un, pour une fois, me disait que j'avais le droit d'aller doucement. Je suis monté dans sa voiture. Une petite Clio cabossée. Elle sentait la menthe et le désinfectant. On a roulé en silence. Et moi, sur la banquette, j'ai regardé dehors et je me suis dit, peut-être que je suis pas foutu. Pas encore. Quand on est arrivé devant chez moi, j'ai eu un pincement. Tout était comme avant, mais moi j'étais plus le même. Elle a ouvert la porte. A posé mes affaires. A regardé autour. Et elle a dit, bon. On va faire un plan, d'accord? Ce que vous pouvez faire seul, ce que je peux faire, et ce qu'on doit faire à deux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pas avec des promesses. Pas avec des « je suis là pour toi ». Juste avec un plan. Des mots simples. Une voix calme. Et moi, le vieux bonhomme cassé, j'ai commencé à respirer un peu mieux. Je vais pas te dire que c'était le coup de foudre, hein. Je suis plus un gamin. Et puis à mon âge, on tombe plus amoureux comme à 20 ans. On glisse. On se laisse apprivoiser, tout doucement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Clara, elle arrivait toujours de la même façon. Ni en avance, ni en retard. Une ponctualité tranquille, sans stress. Elle sonnait une fois, puis elle entrait avec un « Bonjour André », qui sonnait jamais pareil, mais toujours sincère. Elle portait ce vieux sac à dos en toile, avec une fermeture cassée, et un thermos qui dépassait du côté. Elle sentait souvent la menthe, le café, un peu la pluie aussi. Elle avait les mains chaudes, et elle parlait doucement, comme si elle avait peur de déranger l'air autour de moi. Le premier jour, elle a inspecté l'appartement comme une chef de chantier. Elle a ouvert les placards, noté que j'avais plus de savon, plus assez de conserves, plus de piles pour la télécommande. Moi j'étais dans le fauteuil, le bras mort posé sur la coudoir, et je regardais ça, un peu gêné. Mais elle faisait ça naturellement. Pas un mot pour me faire honte. Pas de remarques blessantes. Juste, on va faire une petite liste, d'accord? Et demain, je vous apporte ce qu'il faut. Et le lendemain, elle est revenue. Avec un cabas plein, une boîte de médoc, et un pain au chocolat. C'est pour vous, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. J'ai eu envie de dire non, de jouer au fier. Mais j'ai pris la viennoiserie. Et j'ai souri. Ça faisait des semaines que j'avais pas goûté un truc sucré, un truc qui venait pas d'un plateau plastique. Je sais pas à quel moment elle a commencé à me tutoyer. Peut-être au bout d'une semaine. Moi j'ai pas osé tout de suite. Je suis de cette génération où le vouvoiement, c'est une manière de rester digne. Mais elle m'appelait, tu, sans brusquerie. Comme si on se connaissait depuis longtemps. Et ça m'a fait du bien. Elle venait 1 heure, parfois 2. Elle rangeait un peu, m'aidait à m'habiller, à faire mes exercices. Elle riait quand je râlais, elle me disait que j'avais le droit de pas être toujours d'accord. Et puis parfois, elle se posait, juste 5 minutes, et on parlait. Enfin, elle parlait surtout. Moi, j'écoutais. Et j'adorais ça. Elle me racontait des bribes de sa vie. Elle avait 38 ans. Pas mariée, pas d'enfant.
Elle disait que c'était pas un manque, mais parfois, dans sa voix, il y avait une sorte de fatigue douce. Comme si elle avait aimé trop fort une fois, et qu'elle voulait plus recommencer. Elle avait grandi dans le sud, avec une mère malade et un père fuyant. Elle s'était faite toute seule. Elle avait fait des petits boulots, des formations, des sacrifices. Et maintenant, elle était là, à passer ses journées à aider des gens cassés comme moi. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle faisait ce métier. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit. Parce que j'ai compris que prendre soin des autres, ça me réparait un peu moi aussi. Ça m'a bouleversé. Pas les mots. Le regard qu'elle avait quand elle l'a dit. Comme si elle portait ses propres fractures, bien cachées sous sa voix douce. Les jours ont passé. Je me suis habitué à elle. À sa présence. À ses gestes. Elle posait sa main sur mon épaule quand elle partait. Parfois, elle m'apportait des trucs qu'elle avait cuisinés. Goûtez-moi ça, vous allez voir. Et moi, je me sentais vivant. Je me levais plus tôt. J'essayais de faire mes mouvements avant qu'elle arrive, pour qu'elle voie que je progressais. Je voulais qu'elle soit fière. Pas parce qu'elle était mon infirmière. Non. Parce qu'elle était devenue mon repère. Elle ne me regardait pas comme un patient. Ni comme un vieil homme. Elle me regardait. Moi. Et ça n'a pas de prix. Un matin, elle est arrivée plus tôt que d'habitude. Elle avait les yeux fatigués, les cheveux en bataille, et elle s'est excusée pour son retard alors qu'elle était en avance. Elle m'a préparé un café, a posé ses affaires, puis s'est assise. Et elle m'a dit. Est-ce que je peux te parler franchement? Je lui ai dit oui, bien sûr. Et là, elle m'a raconté qu'elle avait des problèmes avec une autre cliente. Une dame âgée, un peu sénile, qui l'accusait de vol. Elle était en colère, pas contre la dame, mais contre l'injustice. Elle savait qu'elle avait rien fait, mais dans ce métier, une accusation suffit pour tout perdre. Je lui ai dit que je la croyais. Et c'était vrai. J'en aurais mis ma main au feu à la droite, pas la gauche, hein, celle-là elle servait plus à rien. Et elle m'a regardé avec des yeux brillants. Elle m'a dit merci. Et puis, sans prévenir, elle a posé sa tête contre mon épaule. Juste quelques secondes. Mais moi, j'ai senti mon cœur battre comme un tambour. Ce jour-là, quelque chose a changé. Je le savais. Et elle aussi. Le lendemain, elle m'a appelé, mon André. Juste une fois. En rangeant la vaisselle. Et elle a rougi. Moi aussi. On a fait semblant de rien, mais on savait. Un lien s'était formé. Un truc fragile, doux, mais là. Je me suis surpris à attendre ses messages. À penser à elle la nuit. À imaginer des choses que je pensais plus possibles. À rêver d'un futur à deux, même bancal, même lent. Elle a commencé à venir plus longtemps. Parfois elle restait après son heure. Elle me racontait ses journées, ses doutes. Elle riait de mes blagues nulles. Et moi, je lui parlais de ma jeunesse, de mes erreurs, de ce que j'avais jamais osé dire à personne. Elle m'écoutait. Elle me regardait comme si j'existais encore. Et j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'elle ressent quelque chose aussi. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle s'est arrêtée devant la porte. Elle a regardé ses pieds, puis moi. Et elle a dit. T'as déjà pensé à avoir quelqu'un chez toi, tout le temps? J'ai pas compris tout de suite. J'ai demandé, tu veux dire, un coloc? Elle a souri. Non. Je veux dire, quelqu'un qui partage le quotidien. Qui est là. Pour de vrai. Mon cœur s'est mis à taper fort. Trop fort. J'ai dit, maladroitement. Tu penses à toi. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a haussé les épaules. Peut-être. Mais seulement si tu veux. Et moi, imbécile heureux, j'ai dit oui. Évidemment que j'ai dit oui. Je sais ce que tu te dis, là. Que j'ai été naïf. Vieux, fragile, seul, facile à embobiner. Peut-être. Mais je vais te dire un truc, quand t'as vécu aussi longtemps sans qu'on te regarde vraiment, sans qu'on te touche, sans qu'on te parle autrement que pour te dire « bonjour » ou « vous avez votre carte », eh ben, le moindre regard sincère devient un refuge. Et Clara, elle m'a regardé comme un refuge.
Les jours qui ont suivi cette fameuse question, t'as déjà pensé à vivre avec quelqu'un? Tout est allé très vite. Elle a commencé à passer plus de temps chez moi. Puis elle a laissé une brosse à dents dans la salle de bain. Un gilet sur le dossier d'une chaise. Un livre sur ma table de nuit. Tu vois, des petits bouts d'elle qui prenaient place. Doucement. Naturellement. Un matin, elle m'a dit, j'ai résilié ma chambre. Tu m'en veux pas? Et moi, j'ai souri comme un imbécile. J'ai dit, bien sûr que non. Au fond, j'étais content. J'avais plus peur de me réveiller seul. Plus peur de glisser sans qu'on m'entende. Plus peur de manger face au mur. Clara, elle remplissait l'espace. Pas en parlant trop. Non. Juste par sa présence. Sa manière de bouger, de rire, de m'effleurer le bras quand elle passait derrière moi. Elle m'appelait, mon homme. Pas tout le temps, hein. Mais parfois. Quand elle m'apportait mon thé, ou quand elle m'aidait à m'habiller. Allez, mon homme, debout, on a rendez-vous avec la kiné. Et moi, ça me filait une chaleur dans la poitrine que j'avais pas ressentie depuis des années. J'étais bien. Et puis, elle a commencé à m'aider avec mes papiers. Ça a commencé par une remarque toute simple. Dis donc, t'as un sacré bazar dans tes papiers, hein. Tu veux que je t'aide à trier? J'ai dit oui, évidemment. Parce que j'étais dépassé. Les factures, les papiers de l'assurance maladie, les lettres de la mutuelle. Tout ça, ça m'angoissait. J'y comprenais plus rien depuis l'AVC. Elle a tout pris en main. Elle a trié, rangé, classé. Elle a même appelé certaines administrations pour moi. Et quand elle s'est mise à gérer mon compte en ligne, je me suis pas méfié. Elle avait mes codes, oui. Mais je lui faisais confiance. Pourquoi je me serais méfié? Elle vivait avec moi, elle me lavait, elle m'aidait à marcher, à manger, à respirer parfois. Elle a commencé à faire les courses avec ma carte. À gérer les prélèvements. À me dire, t'inquiète pas, j'ai tout réglé. Et moi, je l'écoutais comme un enfant écoute sa mère. Les yeux fermés. Parce que j'étais fatigué. Et parce que je croyais que c'était ça, l'amour. Laisser faire. Faire confiance. On parlait peu d'argent. Mais parfois, elle lâchait une phrase. Faut que je change de téléphone, le mien bug trop. Ou, j'aimerais bien m'acheter une nouvelle paire de baskets, mes genoux me tuent. Alors je disais, prends ce qu'il te faut. Et elle prenait. Jamais des trucs de luxe. Rien de clinquant. Juste, des choses. Des vêtements, un parfum, une montre. Ça restait raisonnable. Un jour, elle m'a dit. Tu devrais peut-être mettre ton compte commun à 2 noms. Ça t'éviterait des ennuis si jamais t'as un problème. J'ai eu un petit doute, j'avoue. Mais elle a enchaîné. C'est juste pour que je puisse continuer à payer les factures si t'es hospitalisé. Tu sais, les banques, elles bloquent tout dès qu'un souci arrive. Et c'était vrai. Je l'avais entendu aussi. Alors j'ai accepté. On a fait les papiers. Elle a signé. J'ai signé. Et j'ai pas vu le piège. Parce que je ne voyais qu'elle. Sa présence. Sa douceur. Sa main sur la mienne le soir quand elle éteignait la lampe. Et puis, elle m'a proposé de refaire un peu l'appartement. Rien de grandiose. Juste changer les rideaux, acheter un nouveau micro-ondes, remplacer la vieille télé par une plus grande. Tu le mérites, qu'elle me disait. Et moi, je me sentais vivant. Digne. Presque jeune. Elle s'occupait de tout. Des commandes. Des livraisons. Des paiements. Et moi, je regardais ça comme un spectateur heureux. Un jour, elle a même proposé d'appeler un notaire. Tu sais, André. J'ai pas envie d'en parler maintenant, mais si jamais un jour il t'arrive quelque chose, j'aimerais pas que ce soit l'État qui récupère tout. Je l'ai regardé, un peu surpris. Tu veux dire, faire un testament? Elle a hoché la tête. Sans pression. Juste, posément. Pas forcément à mon nom. Mais au moins clarifier les choses. Pour toi. Pour la suite. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et elle n'a pas insisté. Mais tu vois, à ce moment-là, j'avais déjà basculé. J'étais plus dans l'analyse. Plus dans le doute.
J'étais amoureux. Ouais. Ce mot-là. Amoureux. Et ça, c'est un mot dangereux quand tu le vis tout seul. Je croyais que c'était réciproque. Qu'elle voyait en moi plus qu'un vieil homme fragile. Que j'étais devenu quelque chose pour elle. Un projet, une promesse, une tendresse partagée. Et peut-être que, quelque part, c'était vrai. Peut-être qu'il y a eu un moment, un petit moment sincère. Un éclair. Mais l'éclair, il a pas duré. Il était là, juste assez longtemps pour m'aveugler. Et moi, j'ai fermé les yeux. Je me suis laissé porter. Par elle. Par ses gestes. Par ses mots. Et je ne me suis pas rendu compte que ce que je prenais pour une couverture, c'était peut-être une toile. Une toile bien tendue. Et j'étais la mouche. Tu sais, il y a des mots qu'on n'oublie jamais. Pas parce qu'ils sont beaux ou rares. Non. Juste parce qu'ils te font du bien. Parce qu'ils arrivent à un moment où t'en avais besoin, même sans le savoir. Mon homme. C'est comme ça qu'elle m'appelait, Clara. Et moi, à chaque fois, ça me retournait le ventre. Je dis pas ça pour faire le romantique à 2 balles, hein. Mais quand t'as vécu 10, 15, 20 ans sans qu'on te touche vraiment, sans qu'on te dise ton prénom avec tendresse, un mot comme ça peut te réchauffer pour toute une semaine. Elle le disait quand elle m'apportait mon thé. Ou quand elle posait sa main sur ma nuque en m'aidant à boutonner ma chemise. Elle le disait parfois dans un souffle, comme un mot qui lui échappait. Et moi, j'y croyais. De tout mon cœur. Je me disais, ça y est. C'est reparti. L'amour. La vie à deux. Même à 68 ans, même avec une main morte et une jambe qui traîne. Je m'étais mis à espérer des choses que j'osais plus espérer. J'imaginais des voyages, même petits. Un week-end à la mer. Une promenade en fauteuil dans un parc avec les feuilles qui craquent. Un Noël à deux, avec un sapin minuscule et une guirlande qui clignote de travers. C'était ridicule, peut-être. Mais pour moi, c'était vital. Je me suis mis à parler d'elle au pharmacien. À la voisine. À mon kiné. Elle est formidable, Clara. C'est plus qu'une aide à domicile. C'est quelqu'un. Je mettais pas encore de mots dessus. Mais dans ma tête, elle était devenue ma compagne. Ma moitié. Ma raison. Et elle jouait ce rôle à la perfection. Elle me regardait avec douceur. Elle me caressait la joue le soir, avant d'éteindre la lumière. Elle me préparait des plats que j'aimais. Elle mettait de la musique. Parfois, elle dansait dans la cuisine pendant que je la regardais depuis mon fauteuil. Elle vivait chez moi. Non, elle vivait avec moi. Elle avait son tiroir. Ses affaires. Ses pantoufles. Son parfum dans la salle de bain. Ses sachets de thé à la menthe dans le placard. Et puis, elle avait mes clés, mes codes, mon quotidien. Et ça m'allait. Je me disais, c'est ça, la confiance. Un soir, elle m'a proposé d'ouvrir un compte joint. Pas pour faire des folies. Juste pour simplifier. Comme ça, on voit clair, on gère ensemble. J'ai hésité. Une seconde. Et puis j'ai dit oui. Parce que j'étais tombé amoureux de cette vie-là. De cette illusion, peut-être. Mais à l'époque, pour moi, c'était pas une illusion. C'était vrai. C'était fort. C'était enfin quelque chose de juste. Elle m'a fait remplir des papiers. Elle m'a expliqué qu'elle s'en chargerait. Que tout serait transparent. Que j'aurais accès à tout. Et j'ai hoché la tête. Clara avait réponse à tout. Et puis, elle a commencé à parler d'avenir. Pas grand-chose. Des petites phrases lancées comme ça, entre 2 tasses de café. On pourrait partir quelques jours, cet été. Tu penses qu'on pourrait refaire la salle de bain, un jour? Ça serait pas mal d'avoir un petit chien, non? Et moi, je disais oui à tout. Pas parce que j'étais faible. Mais parce que j'étais heureux. Sincèrement. Enfin. Un matin, elle est rentrée du supermarché avec une nouvelle robe. Elle m'a demandé, tu trouves que ça me va? Et je l'ai regardée. Elle était magnifique. Et j'ai dit. Tu vas faire tourner des têtes. Elle s'est approchée, elle a souri. Et elle m'a embrassé. Un baiser. Léger. Rapide.
mais réel. Mon cœur battait si fort que j'en ai eu la tête qui tourne. Et ce soir-là, en me bordant dans le lit, elle a soufflé. Tu sais que t'es un homme précieux, André? J'ai pas su quoi répondre. J'ai souri, comme un idiot. J'avais envie de pleurer. Pas de tristesse. De gratitude. J'avais l'impression d'avoir été repêché dans un puits sans fond. J'étais revenu à la surface, j'avais retrouvé la lumière, le goût, la chaleur. Elle faisait tout pour que je me sente fort. Utile. Vivant. Elle me disait. Tu sais, sans toi, je sais pas comment je tiendrais. Et moi, je la croyais. Elle me racontait que sa mère était tombée malade. Qu'elle envoyait de l'argent à sa sœur. Qu'elle bossait trop. Qu'elle était fatiguée. Et parfois, elle avait les larmes aux yeux. Alors je lui proposais de prendre un peu d'argent du compte. Pour souffler. Pour acheter ce qu'il fallait. Pour l'aider. Et elle refusait, au début. Toujours. Elle disait. Non, c'est ton argent. Moi je veux juste être là pour toi. Mais je voyais bien que ça la soulageait quand j'insistais. Et je le faisais, de bon cœur. Je me disais, c'est ça, aimer. C'est prendre soin l'un de l'autre. Mais ce que je savais pas encore, c'est qu'il y a des gens, parfois, qui prennent soin de toi, uniquement pour mieux te dépouiller. C'est fou comme on sent parfois que quelque chose cloche, sans savoir quoi exactement. Ce matin-là, c'était un mardi. Je me souviens parce que la veille, Clara m'avait dit qu'elle allait m'apporter des viennoiseries. Elle faisait souvent ça le mardi, c'était notre petit rituel. Un pain au chocolat pour moi, un croissant nature pour elle. On déjeunait tranquillement tous les deux, à la fenêtre, en regardant les gens passer en bas. Mais ce mardi-là, il n'y avait pas d'odeur de café. Pas de pas léger dans le couloir. Pas de petit coucou mon homme, j'ai les croissants. Rien. Je me suis réveillé seul. Le lit à côté était froid. J'ai pensé qu'elle avait juste dû sortir tôt. Peut-être une urgence. Un rendez-vous. Ça arrivait parfois, même si elle me prévenait toujours. Mais là, pas de mots. Pas de texto. Rien. Vers 10 heures, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai essayé de l'appeler. Répondeur. J'ai laissé un message. Un second. Puis un troisième. Ma voix tremblait sans que je m'en rende compte. Un mélange de panique sourde et de gêne. Oui, j'étais gêné. De m'inquiéter comme un gosse abandonné. À midi, je me suis traîné jusqu'au salon, tant bien que mal. J'ai regardé autour. Tout était normal. En apparence. Mais dans les détails, il y avait des choses qui clochaient. Son sac n'était plus là. Ses baskets non plus. Son gilet préféré, celui qu'elle mettait tout le temps, a disparu. J'ai ouvert la salle de bain. Plus de brosse à dents. Plus de parfum. Plus rien d'elle. Mon estomac s'est noué. J'ai pensé à un accident. À un malaise. À tout sauf ce que c'était vraiment. Je suis allé jusqu'à l'armoire du couloir, là où elle rangeait ses affaires. Vide. Complètement vide. C'est là que j'ai compris. Et j'ai senti le sol se dérober sous moi. Je suis tombé. Pas physiquement. Pas cette fois. Je suis tombé, à l'intérieur. Comme un immeuble qui s'effondre sans bruit. Je suis resté là, assis, pendant des heures. À fixer l'armoire vide. À attendre un miracle. Un bruit de clé. Une explication. Mais il n'y a eu que le silence. Le lendemain, j'ai appelé la banque. Par réflexe. Et là, la douche froide est devenue glaciale. Le compte commun avait été vidé. Complètement. Je pouvais pas y croire. J'ai demandé si c'était une erreur. Le conseiller a vérifié. Non. C'était bien une série de virements vers un compte externe, à un nom que je connaissais pas. Le mien était resté attaché au compte, mais inactif. Elle avait tout transféré, 2 jours avant de disparaître. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas un oubli. Ni une fuite soudaine. Non. C'était planifié. Organisé. Elle savait ce qu'elle faisait. Et moi, j'avais rien vu. J'ai raccroché. J'avais la bouche sèche. Les mains froides.
le cœur en vrac. Je voulais pleurer. Mais j'y arrivais pas. C'était pas de la tristesse. C'était de la honte. Une honte lourde, poisseuse, qui s'accrochait à ma peau. J'ai repensé à tout. Chaque geste. Chaque sourire. Chaque mot. Tu es un homme précieux. Je veux juste t'aider. Je suis bien avec toi. Et moi, j'y avais cru. J'y avais tellement cru que j'avais ouvert mon cœur, ma maison, mes comptes. Je m'étais livré tout entier. Et elle avait tout pris. Même ce que je savais pas que j'étais encore capable de donner. Je suis resté enfermé 3 jours. Sans manger. Sans parler à personne. Le voisin est venu sonner. J'ai pas ouvert. Il a insisté. J'ai dit que tout allait bien. Il a pas cru, mais il a fini par partir. Et moi, je me suis mis à parler à voix haute. Seul. Je lui parlais à elle. Je lui disais. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Et bien sûr, elle répondait pas. Il y avait que le bruit du frigo. J'ai cherché une lettre. Un mot. Un indice. Rien. Pas un papier. Pas une trace. Même ses messages dans mon téléphone avaient disparu. Effacés. Comme si elle avait jamais été là. Sauf que moi, je portais encore son parfum sur l'oreiller. Et j'avais encore ses tasses dans l'évier. J'ai fini par appeler la police. Pas tout de suite. J'avais honte. Mais au bout d'une semaine, je me suis dit, il faut que je le signale. L'agent a pris ma plainte. Il a noté son nom, sa description, les détails. Puis il m'a regardé longtemps. Et il a dit. Monsieur, je vais pas vous mentir. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cette femme. Je l'ai regardé, abasourdi. Vous la connaissez? Il a hoché la tête. Pas officiellement. Mais plusieurs personnes âgées ont porté plainte. Même profil. Même méthode. Je savais plus quoi dire. Il a ajouté, doucement. Ce sont des escrocs très organisés, monsieur. Ils savent viser les personnes seules. Ils gagnent votre confiance. Ils s'installent. Et puis un jour, ils partent. Avec tout ce qu'ils peuvent. Je me suis senti minuscule. Pas à cause de l'argent. Mais parce que, j'étais tombé amoureux d'un mirage. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que je vivais, c'était pas juste une déception. Pas juste une histoire d'amour qui tourne mal. Non. C'était un scénario. Un plan. Et moi, j'étais juste un nom de plus sur une liste. Quand le policier m'a dit. Ce n'est pas la première fois. J'ai senti quelque chose se casser en moi. Pas brutalement. Non. Lentement. Comme une fissure qui s'élargit petit à petit. Et tu sais quoi? C'était pas seulement la colère ou la tristesse. C'était une immense fatigue. Il m'a expliqué que Clara, si c'était bien son vrai prénom, avait probablement utilisé plusieurs identités. Elle changeait de ville, de région, parfois même de pays. Toujours le même profil de cible, un homme âgé, isolé, vulnérable. Quelqu'un qui avait besoin de tendresse, d'aide, de présence. Quelqu'un comme moi. Elle s'installait dans leur vie. Gagnait leur confiance. S'occupait d'eux comme une épouse, une infirmière, une amie. Et puis, un matin, elle disparaissait. En laissant derrière elle un compte vidé, un frigo vide, et surtout, un cœur vide. Je l'ai écoutée sans bouger. J'aurais dû hurler. Frapper du poing. Pleurer. Mais non. Rien. J'étais trop loin pour réagir. Il m'a montré une photo. Une femme ressemblante, prise il y a 2 ans, dans une affaire similaire à Lyon. Même sourire. Même yeux. J'ai eu un haut le cœur. Je voulais pas y croire. Je lui ai demandé. Vous allez la retrouver. Il a soupiré. On fait ce qu'on peut. Mais elle est maligne. Elle change souvent de nom, de téléphone, elle laisse aucune trace. Je me suis levé, difficilement. Et j'ai dit. Elle m'a pas seulement volé de l'argent. Elle m'a volé, moi. Il a baissé les yeux. Il devait en voir, des types comme moi. Peut-être pas tous les jours,
mais assez souvent pour savoir que ça laisse des traces qu'on peut pas déposer dans une plainte. Je suis rentré chez moi comme un fantôme. L'appartement me paraissait vide, immense. Chaque pièce résonnait. La cuisine me rappelait ses rires. Le canapé, son parfum. Le lit, ses mains. Tout me parlait d'elle. Et je pouvais plus supporter ça. J'ai rangé ses affaires restantes, les 2 ou 3 choses qu'elle avait oubliées, dans un sac poubelle. J'ai failli le jeter à la benne, et puis je me suis arrêté. Je l'ai mis au fond du placard, comme si j'avais pas encore le courage de vraiment tourner la page. Les jours suivants ont été durs. Très durs. J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté les exercices de kiné. Je restais dans mon fauteuil, devant la télé que je regardais même pas. Je me suis demandé si j'allais m'en remettre. Et surtout, je me suis demandé si j'avais envie. Je me suis dit, j'ai été bête. Vraiment bête. Mais plus je réfléchissais, plus je réalisais un truc horrible, ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait parfaitement. Elle avait lu ma solitude comme un livre ouvert. Elle avait senti mes failles, mes manques, mes besoins. Et elle avait joué une partition sans fausse note. Ni trop gentille, ni trop distante. Juste ce qu'il fallait pour me faire croire que je comptais. Et moi, j'y avais cru. De tout mon cœur. Un soir, j'ai rouvert le dossier bancaire. Je voulais voir. Me confronter à la vérité. Il y avait les retraits. Les virements. Des achats sur des sites en ligne. Des montants petits au début, puis de plus en plus gros. Et surtout, tous ces mouvements avaient commencé avant même qu'elle me dise « je t'aime ». Elle avait tout prévu. Avant même de poser ses pantoufles sous mon lit. Là, j'ai craqué. J'ai crié. Fort. J'ai lancé un coussin à travers la pièce, comme un gamin en colère. J'ai pleuré, pour la première fois depuis qu'elle était partie. J'ai pleuré comme un homme qu'on a vidé de l'intérieur. Puis, je me suis endormi sur le sol. Le lendemain, mon voisin est venu. Il m'a trouvé là, par terre. Il n'a pas posé de questions. Il m'a aidé à me relever, il a préparé du thé. Et il m'a dit : « Tu veux en parler ? » J'ai hésité. Longtemps. Puis j'ai dit oui. Et j'ai tout raconté. Il m'a écouté. En silence. Il m'a pas jugé. Il m'a pas dit que j'étais idiot. Il m'a juste dit : « Tu sais, c'est pas toi qui dois avoir honte. C'est elle. » Et ce jour-là, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Un début de respiration. Un début seulement. Je pourrais te dire que j'ai tourné la page. Que j'ai relevé la tête, que je suis passé à autre chose. Ce serait beau. Propre. Inspirant. Mais ce serait un mensonge. Parce que la vérité, c'est que j'avais honte. Pas une honte bruyante, pas celle qu'on crie en tapant du poing sur la table. Non. Une honte silencieuse. Une honte qui colle à la peau. Qui t'empêche de croiser le regard des autres, même dans le miroir. J'avais honte d'y avoir cru. Honte d'avoir été faible. Honte d'avoir aimé. Je repassais tout dans ma tête, encore et encore. Chaque geste. Chaque mot. Chaque moment où j'aurais pu dire « Attends, là y a un truc qui cloche ». Mais je l'ai jamais dit. Parce que j'étais heureux. Parce que j'avais pas envie de briser ce rêve. Tu sais ce que c'est le plus dur ? C'est pas la trahison. C'est de se rendre compte que t'as fermé les yeux tout seul. Que t'as voulu y croire. Que t'as préféré l'illusion à la solitude. J'ai arrêté de sortir. Même pour aller chercher mon pain. Le monde me paraissait hostile, flou, trop grand pour moi. Je regardais les couples dans la rue avec une sorte de dégoût jaloux. Je me disais, et eux, c'est pour de vrai ? Ou bien c'est encore un théâtre ? J'en voulais à tout le monde. Aux femmes. Aux gentils. Aux gens heureux. Et surtout, je m'en voulais à moi. J'étais devenu un vieux con amer. Le genre que je supportais pas avant. Mon voisin, lui, a continué à passer. Tous les 2 ou 3 jours. Juste pour prendre le café, ou déposer un plat préparé. Il disait rien de lourd, il me forçait à rien. Il était là. Présent. Sans insister. Un jour, il m'a parlé d'un groupe. Un petit cercle de parole, au centre social,
tous les vendredis après-midi. Des gens comme moi, disait-il. Pas forcément escroqués, mais cassés par la vie. Par la vieillesse. Par la solitude. J'ai refusé direct. J'ai pas besoin de raconter ma vie à des inconnus. Il a haussé les épaules. Tu fais comme tu veux. Mais ça m'a aidé, moi. Après la mort de ma femme. Et il est parti. Mais sa phrase est restée. J'ai mis 2 semaines avant de céder. Le vendredi suivant, je me suis habillé difficilement, sans motivation et je suis sorti. Il pleuvait. J'avais pas mis les pieds dehors depuis des jours. L'air froid m'a piqué le visage, comme un reproche. Je suis arrivé au centre. J'ai failli faire demi-tour devant la porte. Et puis je suis entré. La salle était simple. Quelques chaises en cercle, une vieille machine à café, une dame qui souriait trop fort. Et des visages. Fatigués. Fermés. Comme le mien. Ils m'ont accueilli sans surprise. Comme si j'étais attendu. On a commencé à parler. Au début, j'ai pas ouvert la bouche. J'écoutais. Il y avait un monsieur qui avait perdu sa femme dans un EHPAD, et il s'en voulait de pas avoir été là au moment où elle est partie. Une autre dame, veuve aussi, que ses enfants appelaient plus. Un ancien militaire qui disait plus grand-chose, mais dont les yeux disaient tout. Et moi, au milieu, je me sentais, à ma place. Alors j'ai parlé. J'ai pas tout raconté d'un coup. Juste quelques bribes. Que j'avais vécu une histoire. Qu'elle était partie. Que j'avais été naïf. Que j'avais mal. Personne ne m'a interrompu. Personne ne m'a jugé. Et surtout, personne n'a ri. C'était la première fois que je disais tout ça à voix haute, en dehors de la police et de mon voisin. Et rien que ça, ça m'a libéré un peu. Pas guéri. Mais allégé. Le vendredi suivant, j'y suis retourné. Et encore après. Chaque semaine, je racontais un peu plus. Je parlais d'elle. De ses gestes. De ses mots. De mon aveuglement. De ma honte. Et un jour, une femme du groupe Claire, elle s'appelait, elle m'a dit. Vous savez, André, ce que vous avez vécu, c'est pas une faiblesse. C'est une preuve d'humanité. Je l'ai regardée sans comprendre. Elle a souri. Vous avez aimé. Vraiment. Et ça, c'est jamais ridicule. C'est courageux. J'ai eu les larmes aux yeux. Pas parce qu'elle avait raison. Mais parce qu'elle m'avait rendu, pour la première fois depuis des semaines, un tout petit bout de dignité. Après cette séance, j'ai marché un peu dans la ville. Lentement. J'ai levé les yeux. J'ai vu des enfants courir, des feuilles tomber, des gens rire à la terrasse d'un café. Et j'ai senti quelque chose remuer au fond. Un truc tout petit. Une étincelle. Peut-être un début de retour à la vie. Tu sais ce qui change tout, quand t'as été brisé. C'est pas le temps. Ni la justice. Ni les grands discours sur la résilience. C'est juste de découvrir que t'es pas tout seul. Pas seul à avoir mal. Pas seul à avoir été trompé. Pas seul à avoir cru, espéré, et chuté. C'est bête, mais c'est ce qui m'a sauvé. Les vendredis au centre social étaient devenus mon petit rituel. J'y allais comme on va chez un vieux copain. On n'avait pas besoin de trop se parler, parfois. Le silence suffisait. Il y avait des regards, des gestes, des sourires tristes mais vrais. C'était plus que du soutien, c'était de la reconnaissance mutuelle. Et un jour, il y a eu ce type. Il s'appelait Marcel. Un bonhomme solide, le genre à avoir bossé toute sa vie avec les mains. Un ancien plombier, si je me souviens bien. Il avait une voix grave, une barbe mal taillée, et un regard qui fuyait souvent. Ce jour-là, il s'est assis, et il a dit, presque sans lever la tête. Moi aussi, j'ai été escroqué. Silence dans la salle. Par une femme. Elle s'est fait passer pour une aide à domicile. Elle m'a tenu la main. Puis elle m'a vidé le compte. J'ai senti un frisson me traverser tout le dos. Les autres l'écoutaient, mais moi je l'entendais différemment. Chaque mot résonnait en moi comme une note familière. C'était pas une histoire comme la mienne. C'était la même. Je lui ai demandé, doucement. Elle s'appelait Clara. Il a levé les yeux, lentement.
Non. Elle disait s'appeler Élise. Mais c'était peut-être pas vrai. Je lui ai décrit la mienne. Taille, cheveux, voix. Il a pâli. Puis il a dit. Merde. C'est elle. On s'est regardé un long moment. Il y avait rien à dire. Il y avait cette évidence terrible entre nous, on avait été deux versions du même film. Deux scènes de sa tournée d'arnaque. Après la séance, on est allé prendre un café. Lui et moi. Deux vieux cocus du cœur. Deux survivants d'une illusion bien ficelée. Il m'a tout raconté. Le même scénario. Même douceur. Même stratégie. Elle avait vécu chez lui 3 mois. Puis un matin, plus rien. Plus de téléphone. Plus de compte. Même pas un mot. Lui aussi avait porté plainte. Même réponse, elle est introuvable. Et comme moi, il s'était enfermé. Il avait maigri. Il avait arrêté de parler aux gens. J'ai cru que j'étais le seul con, il m'a dit en soufflant dans sa tasse. Je lui ai tapé doucement sur l'épaule. On est deux, maintenant. Et tu sais quoi? Rien que ça m'a fait du bien. On a parlé longtemps. Pas seulement d'elle. Mais de nous. De nos vies d'avant. De nos femmes, nos boulots, nos erreurs. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai rigolé. Un vrai rire. Franc. Soudain. Marcel aussi. Et ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert les volets. J'ai mis un peu de musique. Une vieille chanson de Brel que j'aimais bien. Et j'ai regardé dehors. Pas en cherchant quelqu'un. Pas en attendant qu'elle revienne. Juste comme ça. Pour être dans le monde, un peu. Quelques jours plus tard, Marcel m'a appelé. Il avait cherché sur Internet, et il avait trouvé un article. Une enquête. Un journaliste indépendant qui parlait justement de ce genre d'arnaque ciblée contre les personnes âgées. Il m'a dit. Et si on témoignait? J'ai hésité. Je me suis dit, c'est pas mon genre. J'ai pas envie d'exposer ma honte dans un journal. Mais il a insisté. Il m'a dit. C'est peut-être comme ça qu'on va la faire tomber. Et surtout, peut-être que ça empêchera d'autres de tomber comme nous. Et là, j'ai compris que ce qu'on avait vécu, c'était plus qu'une histoire personnelle. C'était un schéma. Et ce schéma, il fallait le casser. Alors j'ai dit oui. Le journaliste s'appelait Malik. Jeune, motivé, respectueux. Il nous a rencontrés tous les deux. Il a écouté sans juger. Il a posé des questions avec délicatesse. Et surtout, il a vérifié les faits. Il a trouvé 4 autres victimes. 4 hommes, dans 4 régions différentes. Même description. Même méthode. Parfois sous un autre prénom, mais toujours elle. Et là, je me suis senti moins petit. Pas parce que j'étais content qu'elle ait piégé d'autres. Non. Mais parce que, j'étais plus seul. Mon erreur, ma naïveté, mon cœur trop grand, c'était humain. Et j'ai commencé à me le pardonner. Petit à petit. J'ai jamais été un homme qui se met en avant. J'ai toujours cru qu'il valait mieux rester discret, faire ce qu'on a à faire, et laisser le reste à ceux qui aiment le bruit. Mais là, c'était pas pour faire du bruit. C'était pour qu'on l'écoute, enfin. Pas moi. Pas seulement moi. Nous. Tous ceux qu'elle avait blessés. Tous ceux qu'elle avait fait taire à coups de caresses, puis d'oubli. Alors j'ai accepté de témoigner. Avec ma vraie voix. Mon vrai nom. Malik, le journaliste, m'avait prévenu. Ce sera publié. Il y aura des réactions. Des gens qui comprendront, et d'autres qui jugeront. Vous êtes sûr de vous? Je lui ai dit oui. Parce qu'à ce stade, ce que je risquais de perdre, je l'avais déjà perdu. L'article est sorti un mardi. Je m'en souviens bien. Il s'intitulait « Les proies de Clara, enquête sur une manipulatrice invisible ». Il y avait nos histoires. Les miennes. Celles de Marcel. D'un type dans le Tarn, d'un autre à Lille, et d'un veuf dans le Jura. Tous différents, tous piégés de la même manière. Et il y avait sa photo. Floue, prise à la sortie d'un supermarché. Pas de face, mais on reconnaissait le profil. Moi, en tout cas, je l'ai reconnu tout de suite.
Le port de tête. Les cheveux relevés. Cette manière de marcher, sûre, mais jamais pressée. Quand j'ai vu ça dans le journal local, en pleine page, j'ai eu un vertige. Pas de peur. D'émotion. Je me suis dit, tu vois, Clara, cette fois, tu t'envoles pas dans l'oubli. Cette fois, tu laisses une trace. Et cette trace, c'est nous qui la racontons. J'ai reçu beaucoup d'appels après ça. Des gens du centre social. Une ancienne collègue de travail que j'avais pas entendue depuis des années. Même ma nièce, que je voyais presque jamais, m'a envoyé un message. Tonton, j'ai lu ton histoire. Je suis fier de toi. J'ai pleuré en lisant ça. Mais pas comme avant. Pas de honte. Pas de douleur. De soulagement. Parce que pour la première fois depuis sa disparition, j'avais repris le contrôle. Elle m'avait volé de l'argent, oui. Mon calme, ma confiance. Mais elle n'avait pas eu ma voix. Et maintenant, c'était fini. Elle ne contrôlait plus le récit. C'était moi qui parlais. Marcel et moi, on a été invités sur une radio locale. Une émission du soir, posée, tranquille. Le journaliste nous a accueillis avec bienveillance. Il nous a laissé raconter sans couper, sans commenter. Et j'ai senti, à travers le micro, que des gens écoutaient. Vraiment. Après l'émission, j'ai reçu une lettre. Écrite à la main. À l'ancienne. Papier crème, écriture penchée. Une femme. Veuve. 74 ans. Elle me disait que son histoire ressemblait à la mienne. Pas avec Clara, mais avec un autre homme. Un voisin, charmant, qui lui apportait des fleurs, qui lui faisait croire qu'il voulait vivre avec elle. Et qui, un jour, avait disparu avec son chéquier. Elle avait jamais osé en parler. Mais après avoir lu mon témoignage, elle s'était sentie moins idiote. Et ça valait tout l'or du monde. J'ai relu cette lettre 10 fois. J'ai compris, à ce moment-là, qu'en racontant, on guérissait pas seulement nous. On ouvrait aussi la voie pour les autres. Parce qu'il faut le dire, la honte, c'est l'arme des prédateurs. Ils laissent derrière eux des gens brisés qui se taisent. Qui n'osent pas raconter. Qui préfèrent dire qu'ils ont été cambriolés, ou qu'ils ont tout perdu dans un investissement foireux, plutôt que d'avouer qu'ils ont été blessés par une main douce, par un regard tendre. Mais le silence, c'est une prison. Et moi, j'étais sorti. Grâce à Marcel. Grâce à Malik. Grâce au centre. Grâce à moi aussi, un peu. C'est pas facile de se regarder en face après un truc pareil. Mais c'est encore plus dur de vivre dans le mensonge, de faire comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur, t'as une plaie qui suinte. Alors j'ai continué à parler. On m'a invité dans une petite conférence, organisée par une association de lutte contre les abus envers les personnes âgées. J'ai pris la parole devant une salle remplie de gens silencieux, la plupart du même âge que moi. Je leur ai dit la vérité. Toute la vérité. Et à la fin, une femme s'est levée. Elle tremblait. Et elle a dit. Moi aussi, on m'a fait ça. Mais je l'ai jamais dit à personne. Pas même à mes enfants. Elle a pleuré. Et je suis allé la prendre dans mes bras. Et on a pleuré ensemble. Ce jour-là, j'ai compris que mon histoire n'était plus ma douleur. C'était devenu une clé. Une clé pour ouvrir d'autres cages. Quand on me demande aujourd'hui si je lui en veux, je réponds toujours la même chose. Non. Pas comme avant. Je lui en ai voulu, oui. D'avoir menti, d'avoir tout pris, d'avoir fait semblant. J'ai eu envie de la retrouver, de lui crier à la figure, de lui demander pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi comme ça? Pourquoi si doucement, si lentement, si parfaitement? Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de comprendre. Parce que ce que j'ai récupéré depuis vaut plus que ce qu'elle a volé. Elle m'a pris mon argent? Oui. Mais l'argent, c'est froid. Ça ne pleure pas, ça ne sourit pas. Elle m'a pris ma tranquillité? Peut-être. Mais c'est une tranquillité qui ressemblait trop à de la résignation. Ce qu'elle a réveillé, sans le vouloir, c'est quelque chose en moi que j'avais laissé mourir. J'avais baissé les bras bien avant elle. Avant même mon AVC, pour être honnête. Je survivais. Je m'effaçais. Je comptais les jours en silence, comme on rait les murs d'une cellule.
Je disais que j'étais libre, mais j'étais seul, ce qui est une autre forme de prison. Et Clara, ou quel que soit son vrai prénom, est entrée là-dedans comme une tempête. Pas une belle histoire d'amour. Non. Mais une histoire qui m'a réveillé. Elle m'a forcé à sentir de nouveau. À espérer. À croire. Et même si tout était faux, mes émotions, elles, étaient vraies. Et rien que pour ça, je lui en veux plus. Parce que, quelque part, cette douleur m'a remis debout. Tu vois, après l'article, la radio, la conférence, j'ai commencé à recevoir des messages de partout. Des gens de mon âge. D'autres plus jeunes. Des femmes. Des hommes. Des anonymes. Tous me remerciaient. Certains m'avouaient des histoires qu'ils n'avaient jamais dites à personne. Et je les lisais, un par un. Lentement. Un jour, une association m'a proposé de participer à un projet de sensibilisation dans les maisons de retraite. Je devais juste venir, raconter un peu, répondre aux questions. J'ai dit oui. Et c'est devenu régulier. Une fois par mois, je vais parler devant des groupes de personnes âgées. Je leur dis ce que j'ai vécu. Pas pour leur faire peur. Mais pour leur dire que ça arrive. Que ça existe. Et que ça n'enlève rien à leur valeur. À leur intelligence. À leur droit d'aimer. Parce que c'est ça, au fond, le plus dur dans ce genre d'arnaque. C'est pas qu'on te vole ton argent, c'est qu'on te vole ton droit à être aimé. Et ça laisse des cicatrices. Mais aujourd'hui, ces cicatrices, je les montre. Je les cache plus. J'ai appris à vivre avec. J'ai même recroisé Marcel. On prend encore des cafés de temps en temps. Et tu sais quoi? On rigole. De tout. Même d'elle, parfois. On se dit. Tu te souviens? Elle t'avait fait acheter un fauteuil massant à 600 balles. Et on éclate de rire. Pas parce que c'est drôle. Mais parce que c'est fini. Et qu'on est encore là. Et puis, il y a eu Claire. Tu te souviens de Claire? Cette femme du groupe de parole, celle qui avait dit que j'étais courageux d'avoir aimé. Eh bien, on est resté en contact. Au début, c'était juste des textos. Puis un appel. Puis un jour, elle m'a proposé un café. Juste un café, rien d'ambigu. Et on a parlé. Beaucoup. De nos douleurs, de nos silences, de nos solitudes. C'était doux. Lent. Fragile. Et tu veux que je te dise un truc? Je crois que je commence à aimer à nouveau. Pas comme avant. Pas comme un jeune homme qui s'emballe. Mais comme un vieux bonhomme qui sait que chaque sourire, chaque main posée, chaque silence partagé a une valeur qu'on soupçonne même pas quand on a 20 ans. Je suis pas guéri. Et je le serai peut-être jamais. Mais je suis vivant. Et ça, c'est pas rien. Alors non, elle ne m'a pas volé mon cœur. Elle l'a réveillé. Et aujourd'hui, c'est moi qui décide de ce que j'en fais. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a parlé, laissez un petit mot en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Parce que d'autres histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Et peut-être que la prochaine, ce sera la vôtre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.